Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial avec Jérémy Daclin, voilà, le fondateur de Cliché, qui a lancé Cliché, Cliché qui s'est arrêté, mais qui revient très très fort là ces prochaines semaines, ces prochains mois avec des rééditions. On va parler un petit peu de tout ça, et puis on va aussi parler de la carrière de Jérémy Daclin, son passage chez Tracker, chez New Deal, chez Plan D, chez Brooklyn Board, et puis tous ces partenariats-là qui l'ont mené derrière la création de Cliché. C'était une marque militante européenne et qui a marqué de nombreuses générations. Même aujourd'hui, on m'en parlait là, un des vendeurs du 39 qui m'a parlé de Cliché, qui était une de ses premières boards. Et on parlera de tout ça, des vidéos également, et puis de Film Trucks également, on fera un petit détour par ça. Et le Slappy Challenge, qui est l'événement de Lyon chaque année, qui réunit plein de gens. Merci Jérémy Daclin de venir ici sur le podcast au 39. Eh ben merci à toi. C'est très sympa, comment tu vas? Eh ben tout va bien, comme quelqu'un qui a fait 5 heures de voiture et qui arrive. Ça a été le trafic? Pas Ouais, trop d'embouteillage, pas trop de nickel, bordel? Tout va bien. C'est pas facile de circuler dans Paris. Hein. Tout à fait. En plus aujourd'hui, pas de skate break, parce que ça c'est un truc habituel. Je te suis depuis quelques années sur Insta, et c'est vrai qu'il n'y a pas une journée où tu ne postes pas une petite vidéo de Slappy à Venice Beach. Eh ben ouais, en fait, on a pris cette routine avec Ben qui bosse dans le magasin Wall Street. Et moi, j'ai mon bureau qui est collé aux copains de chez Wall Street. Et donc, voilà, à midi, plutôt que manger un sandwich et rien faire ou regarder une vidéo, tout ça, on préfère aller prendre un peu de vitamine D, du soleil et puis rigoler avec les copains. Et puis voilà, donc on skate tous les midis et puis c'est rigolo. Ouais. Et est-ce que ça vient un petit peu de la culture américaine? Tu sais, c'est pas mal d'anciens qui se... Enfin, j'avais lu un article de The Times qui parlait de ça justement et qui racontait comment des skateurs un peu quinquas, quarantenaires aussi, qui se retrouvaient sur des parkings très tôt le matin, vers 6h, 7h du mat, pour aller skater des Slappy. Est-ce que c'est un truc qui vient un petit peu de ça Eh ben, malheureusement, j'ai été interviewé aussi dans cet article du New York Times. Non, en fait, c'est un super bon article pour expliquer en fait ce qui se passe aux États-Unis et qui se passe un peu partout dans le monde et tout ça. Mais les États-Unis, les Américains, ils ont cette motivation un peu supérieure aux Français en général, et c'est quand ils ont envie de faire quelque chose, vraiment ils le font. Et donc, c'est plein de gens qui ont 30, 40, 50 ans et qui ont envie de skater, et sauf qu'ils ont des boulots, des enfants, des femmes, tout ça, des obligations de la vie courante. Et donc, ils se motivent le matin de 7h à 8h ou à 9h pour aller skater. Donc, ils se donnent rendez-vous sur un parking. Et donc, nous, tous ces gars, on skatait de notre coin en France, justement à Lyon et tout ça. Et on voyait ces Américains qui skataient à Costco, parce que c'est un spot vraiment mythique pour les Slappy et tout ça. Et donc on commençait à s'envoyer des messages, s'envoyer des tricks, machin et tout. Et un jour, on leur a dit, on vient. Donc on a pris les billets d'avion pour les États-Unis et on s'est donné rendez-vous à 7h du matin sur un parking. Et donc nous, on hallucinait d'aller skater à 7h du mat. Mais en fait, en tant que français, on arrivait de jet lag, et donc on était levé à 5h du matin. Et en fait, quand on va aux États-Unis, parce que chaque année on va une fois aux États-Unis pour faire des Slappy et tout ça, on reste en mode jet lag, et et donc on se lève super tôt le matin, et voilà, et on va skater tôt le matin, et en fait ça passe bien. Ouais. Mais pourquoi aussi tôt? Pourquoi 7h? Est-ce que c'est par rapport à la sécurité? Parce non, que c'est beaucoup plus chill. Surtout pour à 9h, tu vas chercher tes enfants, tu vas réveiller ta femme, tu vas dans ta vie classique, et voilà quoi. Et en fait, ce qui est vraiment génial aux États-Unis, c'est qu'ils ont cette motivation de réparer les spots. Ils se bougent le cul pour aller skater, pour réparer les spots, pour tester des nouveaux tricks, ils essayent toujours ce dépassement de soi. Et en France, quand quelqu'un tombe, quand il essaye un nouveau trick, tout le monde est là, ah, j'espère que ça va et tout, machin. Aux États-Unis, ils applaudissent, ils disent, yeah, vas-y, réessaye un coup, tu vas le faire et tout. Et tu as vraiment cette émulation qui est un peu particulière aux États-Unis. Tandis qu'en France, non, tu vas pas aller skater, fais chier, viens, on va boire une bière, ou attends, on va pas se lever à 7h, t'es fou. Et après, il y a l'autre histoire, c'est que donc nous, on est vieux, on est plus que cinquantenaires, ou fraîchement cinquantenaires. Et en fait, on a peu, entre guillemets, d'alter ego en France.
Tu vois, il y en a, il y a Looping, il y a Mathias Tomer, il y a Qui Skate encore et tout ça. Et en fait, par exemple, en Californie, par exemple à Los Angeles, la ville est tellement grosse que potentiellement il y a beaucoup plus de gens voilà, où ils sont 15, 20. Voilà, tu as tous les gars d'héroïne, tous les gars de Costco, tous les gars de Venice Beach. Et voilà. Mais par exemple, pour revenir sur Costco, il y a des sessions le matin à 7h, mais il y a des sessions à 7h le soir aussi, quand le shop ferme. Voilà. Et par exemple, à Venise, tu as un autre phénomène qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, le spot, il est waxé à fond et c'est au bord de la plage. Mais il y a beaucoup de vent et beaucoup de sable, et donc le sable vient se coller sur la wax, et ça fait l'effet inverse, donc ça ne glisse pas. Et donc, les gens, avant de faire des sessions, ils raclent l'ancienne wax, ils remettent de la wax. Et par exemple, à Venise, le spot, il est waxé et re-waxé au moins 2 ou 3 fois par jour. C'est dingue, C'est-à-dire ça. qu'il y a les sessions du matin, des sessions de l'après-midi et des sessions le soir. Et donc, les gars arrivent avec une raclette, ils raclent le truc et voilà, et ils se remettent de la wax. Et donc, c'est dingue. Et ils tiennent, voilà, ils entretiennent vachement plus leur spot que ici. Voilà, en France, personne, tu vois, tu as un crack dans un curb, personne va venir se faire chier. Voilà. Alors, il y a un petit peu ça quand même en France. C'est de plus en plus. Enfin, moi, je l'ai remarqué de plus en plus. T'as par exemple le spot de Bastille, le kicker, qui est souvent réparé par Ben. T'as quelques gars, Hugo Westrelin, des Thomas Courteil, qui sont très dans le trouver des spots, le réparer, ou même le faire en sorte qu'il soit skatable en fait. Parce que des fois, il y a des spots qui sont inskatables et qui vont essayer, ils vont arracher de l'herbe, voilà, ils vont ça mettre un peu de béton, et ça change tout effectivement. Ça change vraiment tout. Et par exemple, pareil, un peu en France, t'as ce truc, non, mais pas de wax, machin et tout ça. Mais voilà, si tu veux faire un backtail de 4 mètres, il faut mettre de la wax. Si tu veux faire un méchant tricks, il faut que ça glisse et tout ça. Et il faut, le skate, c'est suffisamment dur, il faut donner les moyens. Et aux États-Unis, par exemple, tous les gars, ils ont des souffleurs dans leur voiture, ils ont des balais, des raclettes, voilà, et c'est classique, quoi. Ici, est-ce que tu as déjà vu un gars avec un souffleur sans fil Non. Voilà. Non. Mais voilà. Après, on n'a pas la même typologie de spots. On a aussi des spots plus clean, entre guillemets. À Bastille, tu as les arbres qui perdent leur. Tu vois, ça doit être des platanes, ça perd gavé de merde, enfin gavé de petits trucs, et c'est hyper chiant, quoi. Tu mets un coup de souffleur, et en 2 secondes, le spot, il est parfait, c'est parfait, quoi. Bon, vous avez entendu le message, équipez-vous de souffleuses, de raclettes et de béton. Non, mais juste entretenez l'endroit où vous êtes tous les jours, et c'est quand même plus plaisant ce qui était un spot sans crack, sans machin, et voilà, quoi. C'est vrai. En parlant d'entretien de spot, Venise Lyon, c'est un spot que tu entretiens depuis plusieurs années. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu l'histoire de ce spot-là? Quand est-ce qu'il a été créé? En fait, il a le nom de Venice parce que c'est un peu comme le spot à Venice Beach. C'est un spot mythique dans les années 90, mais également dans les années 80. Natas Kopas, il habite en face, en fait. Et donc, dans les vidéos Speed Freaks ou les premières vidéos Santa Cruz, les premières vidéos O.J. Wills, on le voit, ce qui était ici. Donc voilà, c'est mythique. Il y a Eric Dressen qui était là. Il passait le gap avec une slickboard. C'était les premières pubs. Et après, dans les années 90, tu as... tous les tech boys qui ont fait des no-slide transfers, voilà, tous les Rudy Johnson. Il a la même forme que celui de Lyon. Donc quand on l'a trouvé, on s'est dit putain c'est dingue, voilà, on dirait. Et puis on a commencé à le waxer, et puis de plus en plus le waxer. Maintenant tu as quasiment 100 mètres de spot pour slider. Donc c'était un boudin qui était déjà présent là-bas. C'était un boudin qui est présent, c'est un qui délimitait la piste cyclable et la piste piéton. Exactement. Et donc voilà. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un bout d'autoroute qui a été fermé, enfin en tout cas sur les Google Maps ou quoi, c'est quasiment impossible de trouver l'adresse précise, voilà. Donc c'est rigolo aussi. Excellent. Et au fil des années, le Slappy Challenge, est devenu un événement super important, je trouve, qui ramène chaque année tout le temps plein de skateurs internationaux. Il y a eu des Coran Gale qui sont passés par là, il y a eu des Ace Pelka, des Karsten Keplan, enfin plein de gars venus un peu des 4 coins du monde. Et comment tu fais pour rameuter autant de monde? Et puis je trouve en plus ça donne de la lumière à Lyon. Il y a même des gars de Paris en vrai qui chaque année qui se déterrent,
ils viennent en covoiturage pour venir skater ce spot-là. Non, mais c'est assez dingue en fait. Je pense qu'il y a deux typologies de gens. Il y a les gens qui sont vraiment skateurs fans de Slappy. Et ça, on a eu des gens du Japon, il y a des gens de Barcelone qui sont venus, il y a des gens d'Angleterre qui viennent régulièrement. Voilà, et on reparlait des États-Unis. Il y a Curb Killer, Aira, celui qui vend le plus grand nombre de boards chez Baker Boys. Parce que Heroin, c'est le plus gros vendeur de boards chez chez Baker Boys. Il a pris un avion pour venir skater 2 jours à Venise, Lyon, quoi. C'est génial. C'est assez dingue. Et donc, il y a beaucoup de gens et donc, le spot pour les gars qui font du Slappy, il est vraiment connu internationalement et tout ça. Et après, il y a d'autres gens, parce qu'on a élargi l'événement à d'autres choses que des Slappy. Donc, il y a un truc à Fleurieux qui a un do-it-yourself avec plus des courbes. Voilà. Donc, oui, ça s'étend sur 3 jours en fait. Le vendredi, il y a Fleurieux, voilà. Le samedi, il y a Venise. Et le dimanche, c'est à Hôtel de Ville. Ça se finit en apothéose. Là. Voilà, et là, pour les gens qui skatent plus des curves et des trucs, voilà, donc c'est vraiment devenu une sorte d'événement plus complet au niveau de le type de skate, mais ça reste vraiment un événement à la cool. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, n'importe qui peut skater, c'est ouvert à tout le monde. Il y a les filles qui ont fait une section un peu, elles ont leur session, c'est de plus en plus important et ça marche super bien. Enfin voilà quoi. Voilà. Et surtout, ça commence à 4h de l'après-midi. Donc tout le monde peut faire la soirée et se réveiller tranquille. Et voilà. Absolument. Juste la date, souvent ça tombe à des moments où la météo elle est pas folle. Et parfois il y a une journée qui est un petit peu malheureusement sacrifiée à cause de la pluie. En fait, la date, elle tombe parce que tout ça, c'est fait. On aime cet esprit rebelle, skate et tout ça qu'il faut complètement conserver parce qu'on est des rebelles malgré tout. Et en fait, on n'a pas vraiment d'autorisation et ça se fait dans la rue sans autorisation et tout ça. Et on fait ça le week-end des journées du patrimoine. Comme ça, en fait, les flics, ils sont occupés à sécuriser d'autres bâtiments. La mairie centrale, Je vois. Et donc, nous, ils nous laissent tranquilles et puis ça se passe très bien. Après, toi, t'as un total pass, toi, t'es le maire de Lyon aussi. Je suis un peu le maire de Lyon. Je veux dire, voilà. c'est ok. Non, mais en tout cas, il s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu d'accident grave voilà, donc il n'y a pas de souci et c'est cool, ouais. Trop bien. Pour revenir un petit peu à l'origine, à tes tout débuts, qu'est-ce qui t'a donné, c'est une question très basique mais qui est importante aussi à savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de skater, quelle était l'étincelle qui t'a donné envie de monter sur une planche de skate? Eh ben, je sais pas, c'est déjà il y a très longtemps, et non, mais ce qui m'a donné envie, c'est on était une bande de potes, et puis voilà, il y en a un qui s'est mis au skate, et puis on s'est tous mis au skate, et puis c'est une façon de découvrir ta ville, de partir en ride, voilà. Et puis après, on a commencé un peu à voyager, on est venu à Paris, on a rencontré des connexions, des trucs. Voilà, c'est vraiment une façon de découvrir le monde. Voilà. Et puis, c'est un regard un peu différent sur la vie, sur l'analyse politique de notre monde, de tout ça. Et j'ai encore l'envie de croire que les skateurs sont un peu différents du reste de la population. Et voilà. Est-ce que c'était les mêmes spots qu'à l'époque? Est-ce que tu skatais à la Small Place, à HDV? Eh ben, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a commencé à HDV et qu'en fait, la place Louis Pradel, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'elle a réussi, avec toutes ces années, à correspondre au type de skate qui était de son époque. Donc elle a été présente dans les années 80, donc c'était bien parce que c'était une place ouverte, on commençait à monter sur la pyramide en faisant juste des kick turns, on pouvait mettre des banks aussi sur la place, il y avait de l'espace pour ça. Dans les années 90, on a commencé à skater les curbs, voilà, il y avait les petits curbs et tout ça, et puis petit à petit maintenant ils skatent les dossiers comme des curbs, donc voilà, et petit à petit Arthur Fontis qui défonce les dossiers. Bah, j'étais pas plus tard qu'hier soir et il défonçait les spots avec Étienne et voilà, donc parce qu'il y a plein de spots en fait qui correspondent à une certaine tu vois, comme le Trocadéro à une époque c'était hyper important dans le skate et puis c'est tombé en désuétude parce qu'il n'y avait que du flat, hein. Parce que voilà, le skate, il a évolué et le spot, en fait, il était bien pour le flat, mais ça s'arrêtait là, quoi. Mais hôtel, voilà, et puis tu as ce truc que c'est une place centrale,
que c'est hyper simple, tu as une boulangerie à côté, pour Ouais. se retrouver c'est trop bien. C'est Voilà. Et donc j'ai commencé mes premiers Oli et tout, Place Louis Paradel, c'est ça qui est assez dingue. Pareil pour la Small Place, elle était déjà là et dans des vidéos, dans une vidéo tracker, j'ai déjà des tricks dedans. Voilà. C'est génial. C'est génial. Et on te sent aussi très attaché à la ville de Lyon. Parce que je me souviens, on avait fait une interview ensemble. C'est sur la première monture du magazine Sunday. Et tu avais parlé de la ville. Tu avais dit ma ville. Et on te sent très attaché à cette ville-là. Et contrairement à plein de gens dans l'industrie du skate, toi, tu es resté à Lyon au lieu de venir à Paris. C'est vrai. Et ouais, non, c'est vrai. Non, mais Pourquoi en fait, et qu'est-ce qui fait j'adore qu'elle est si Lyon attachante, cette pour, ville? la raison principale, en fait, c'est que c'est la bonne taille, c'est-à-dire que c'est pas trop gros. Voilà, les loyers sont pas hors de prix, c'est pas un trafic de fou en voiture, c'est pas voilà, mais c'est suffisamment gros pour qu'il y ait plein de spots, pour que voilà. Et par exemple, pour ce qui était avec un van, tu peux faire 3-4 spots dans la journée sans problème. Donc voilà, tu as cet aspect entre petit et grosse, voilà. Et puis surtout, tu as la localisation. Tu peux aller à Marseille, je suis allé à Marseille dans la journée, pour ce qui était. Tu vas à Genève dans la journée, tu vas à Milan, c'est en 5 heures. Tu vas au ski, pareil, c'est hyper, voilà. T'as tous ces trucs qui font que, en fait, moi j'ai vachement voyagé très jeune et voilà, et je me suis rendu compte que Lyon c'était la taille parfaite, j'avais mes repères et mes trucs, et tu vois, même Paris, ben voilà, je prends la voiture ce matin, je suis là, ou même en train, tu peux, voilà, et je suis venu à Paris des fois en voiture pour la journée, et ça passe carrément, quoi. Trop bien. Et t'as jamais envisagé Donc de... voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette ville et voilà. Ouais. Et puis tu peux, en une demi-heure, tu es à la campagne, tu peux déconnecter, voilà, c'est ça qui est Absolument. bien. Ouais. Et en parlant de Paris, très jeune, tu venais à Paris avec... j'avais écouté une interview de Big Shout Out à Big Spin Podcast où tu racontais qu'à l'âge de 16 ans, tu étais venu tout seul à Paris avec ton petit baluchon. Tu savais même pas où dormir. Et tu t'étais dit, bon, bah, je vais sûrement peut-être dormir au bassin de la Tour Eiffel. Et comme ça, tu avais participé la journée à un contest au Trocadéro. Et puis le soir... Voilà, tu, en fait, tu comptais dormir dans les moi bassins. j'ai fait beaucoup de contests à une époque. Le but c'était pas d'être champion ou tout ça. Et bon, après j'ai été champion de France, champion d'Europe et tout, mais bon, peu importe. Mais en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'était les réseaux sociaux de l'époque. C'était une façon de rencontrer des gens, de voir des nouveaux tricks, parce que les vidéos ça n'existait pas, les magazines c'était quasiment inexistant. Et voilà. Et donc cette fameuse histoire, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait le championnat de France qui se tenait à Paris au Trocadéro. Et donc, venant de Lyon, insouciant et tout ça, j'ai pris un sac de couchage et je suis allé à Paris et j'ai suivi la Seine tout du long de la gare de Lyon en disant je vais bien tomber au pied de la Tour Il n'y avait pas Eiffel. Google Maps à l'époque, donc tu devais chercher Voilà. comme Non, un mais grand. j'ai suivi la Seine et je me suis dit je vais tomber sur la Tour Eiffel et là il y aura le Trocadéro, le contest était au Trocadéro. Et après, on allait skater au bassin. Et arrivé au bassin, il est 22h, 23h. Et on n'était plus que 2-3. Et là, je croise Trash Max qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah, tiens, je vais dormir là. Il me dit mais t'es un ouf. J'habite juste à côté. Viens dormir chez moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré à l'époque tous les Trash Max, les Rakik, les Trambert, Les Bambas, les qu'on Bamba. a reçus il n'y a pas longtemps ici dans le podcast. Tout à Et fait. c'est des mecs sympas ou parce Et que les ils Gants-Morts. avaient la réputation d'être très durs, très territorialistes sur leur spot. Ouais, bah c'était des Parisiens, quoi. non, mais ils étaient carrément trop cool et tout ça. Mais en fait, ils étaient la génération 1 ou 2 ans de plus que moi et tout ça. Et donc voilà, on est revenu pour ce qui était, on revenait régulièrement, ils sont venus aussi pour des contests, voilà, il y a eu une connexion qui s'est créée, et c'est ça qui était dingue à l'époque, c'est que voilà, le skate était vraiment underground, et tu croisais un gars avec un t-shirt Thrasher ou avec des Vans, et tu allais lui parler directement. Aujourd'hui, tout le monde a voilà, un truc lié c'est avec bien le plus skate. répandu. Et donc, ça avait vraiment ce truc où si le gars était skater, il fallait aller lui parler, lui demander d'où il venait, machin et tout. Voilà. Et pour revenir sur cette histoire de Paris, ben, ça a créé une connexion. Voilà, il s'est passé la même chose à Bordeaux et on a rencontré les gars de Bordeaux, machin. Donc voilà, c'était cool. Ouais. Génial. Et tu parlais de compétition, de contest, et t'es passé dessus assez rapidement, mais c'est vrai que t'as été 5 fois champion de France et d'Europe.
Pas d'Europe, non. Une fois d'Europe champion d'Europe. Ok, j'ai lu ça dans Mais une voilà, interview en fait, du ce que je Progrès. te dis, c'est qu'à l'époque, ben voilà, en fait, c'est comme aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, t'as les gens qui font du skate dans la rue et des gens qui font des contests. En gros, ça se mélange pas trop. Il y en a quelques-uns qui arrivent à faire le grand écart, mais voilà. Et sauf qu'avant, tout le monde faisait tout. Parce que voilà, c'était une façon de rencontrer des gars, de machin, voilà. Et donc, il y avait un peu tous les meilleurs Français. Donc, on se retrouvait pour les contests et c'était plus une façon de se retrouver et tout, voilà quoi. Mais c'est quand même la classe, attends, t'as été 5 fois champion de France. Oui, non mais ça après, oui. Non mais oui, c'est la classe. Mais est-ce que ça t'a débloqué des opportunités pour après avoir des sponsors? Parce qu'il n'y avait pas de sponsors à l'époque. Non, il n'y a pas. Non, ça mais qui sponsorisait ces contests-là du coup? Personne quoi. En gros, enfin tu vois, il n'y avait pas d'argent, c'était des. Qui c'est qui sponsorisait? Je sais pas, ils trouvaient un plan avec le supermarché du coin ou voilà quoi. Ah ouais. Et tu vois, par exemple, à cette époque, il y avait un peu de distributeurs, mais Jean-Marc, il venait à peine de commencer. Voilà, et en fait, c'est comme ça, par exemple, que j'ai été sponsor par Tracker et par Blockhead. C'est que Jean-Marc a commencé à distribuer Tracker et Blockhead. Et donc, voilà, j'ai commencé à être sponsor et tout ça. Et ils se sont mis à 3. Il y a eu le Surplus d'Ennes, qui était le magasin de Lyon. Il y avait Jean-Marc V7 et Tracker et Blockhead aux États-Unis. Ils se sont mis tous les 3 pour me payer un billet. Et j'ai pu aller aux États-Unis, rencontrer les gars, voilà quoi. Alors effectivement, il y a t'avais filmé des footies là-bas aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Et t'avais raconté que l'expérience était un peu spéciale parce que les Européens étaient pas giga mis en avant. Ils avaient souvent leur réservé une journée avec le filmeur, pas plus. Voilà. C'était un peu étrange, non, comme situation. En fait, il y a plusieurs phénomènes aussi. C'est que pas grand monde avait des caméras et tout ça. Et que, ouais, pour eux, c'était vraiment, c'est ce fameux truc qui était un peu le début de pourquoi j'ai créé Cliché. C'est que c'était vraiment un peu un impérialisme américain. Et voilà, c'était les Américains avant tout. Et si tu voulais, voilà, limite avoir du matos ou machin, fallait aller là-bas, Et puis, il n'y avait pas les réseaux, les réseaux sociaux, il ne voyait pas ce qui se passait. Et un Américain qui n'a jamais voyagé, pour lui, le monde, c'est la Californie, et ça s'arrête là, quoi. Et donc, voilà, tu avais ce truc vraiment. Il y a des gens qui ont, comme JB, qui sont allés là-bas et tout ça. Et moi, qui ne suis pas vraiment allé là-bas et qui ai fait ma vie ici. Et voilà, mais c'était cool aussi. Et pour terminer sur l'histoire de Blockhead, ce qui est incroyable, c'est que le gars, il a à peu près 60 ans et tout ça. Il skate encore. Et il va venir pour le Slappy Challenge là, en septembre. Voilà. Génial. Et il skate encore et il est à fond. Trop bien. C'est quelle date le Slappy Challenge là C'est le 19, le week-end du 18-19 septembre. Génial. C'est le 3e week-end de septembre. Ça va pas être les 10 ans? Non, c'était l'année dernière, les 10 ans. Si, cette année, c'est les 10 ans. Ouais. Donc il va y avoir un truc charmé, ambitieux. De ouf, ouais. Oui, j'ai hâte. Je t'ai vu aussi dans la vidéo New Deal. T'es apparu dans cette vidéo-là. Comment s'est fait la connexion En fait, mon histoire avec le skate et les sponsors, c'est un petit peu... j'ai été sponsor par des Américains et petit à petit, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible pour arriver à un sponsor en Europe et tout ça, et pour créer Cliché au final. Et donc, j'ai été sponsorisé par Blockhead, j'ai eu quelques images dans les vidéos et tout ça, et c'était quand même très loin et tout ça. Je me disais, j'ai en fait pas grand-chose de commun avec eux. Et il y a New Deal qui a commencé, c'était une compagnie de ouf, et ils avaient un team manager européen. Et donc là, je me suis dit, c'est cool, il y a un gars en Europe. Et donc, j'ai commencé à être sponsorisé par New Deal en tant qu'Européen. Et un jour, il y a un gars qui s'appelle Gorm, qui est un filmeur, un matin qui est arrivé, qui a sonné chez moi, qui m'a dit, viens, il faut qu'on filme. C'est maintenant. Et donc, on est allé skater. Et puis le soir, il est reparti, il a repris le train. Et puis voilà, et ça a donné... la vidéo part en une journée. C'était express. Voilà. Mais est-ce que tu avais quand même au fond de toi le rêve, je pense comme beaucoup à l'époque, de faire carrière aux États-Unis, puisque c'était là-bas que tout se passait? Est-ce que tu avais envie de partir, d'avoir des sponsors, de t'installer? Je n'ai pas eu vraiment ce sentiment de vouloir faire carrière, tout simplement parce qu'en fait, dans le skate, tu pouvais pas te projeter.
Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 50 ans qui skatent, il y a des gens qui gagnent des millions, machin. Là-bas, à l'époque, c'était pour le fun, quoi. Tu faisais ça parce que vraiment, tu kiffais le skate. Et tu pouvais pas te projeter en disant ah, je vais être pro aux États-Unis, machin. Voilà, c'était non, tu skatais, tu kiffais, tu étais avec tes potes et c'était déjà génial, quoi. Et donc voilà, et donc même les vidéoparts, tu vois, j'avais même pas l'impression de filmer une vidéo, enfin voilà, de filmer, le gars il était là, et puis voilà, 6 mois après, t'as la vidéo qui sort. Ok, je vois. Avant d'aller à Cliché, après Blockhead, après New Deal, il y a eu Plan D. J'ai appris ça, qui était fait par Lee et Tout Warehouse. Tout à fait. C'était marrant, c'était un peu comment dire, une parodie de Plan B ou un clin d'œil à Plan B. Tout à fait, ouais. Ok. Et Plan B existait encore à l'époque. Et le D, c'était pourquoi C'était pas par rapport au Daclin, je pense pas. Mais du coup, il t'a fait des boards à ton nom, des boards pro. Voilà, et du coup, avec New Deal, c'était encore. Voilà, et je me suis dit, ben, j'ai un plan pour rider pour une marque française, machin. Et ben pourquoi pas essayer avec Lee et tout ça. Et donc, il m'a fait un modèle et tout ça. Et en fait, c'était vraiment les années un peu sombres dans le skate. Il se passait pas grand-chose. C'était en train de mourir. Et puis voilà, le plan, il s'est arrêté doucement. Et puis voilà. Ok. Après Plan D, il y a aussi eu All Access, qui était un shop un peu expérimental, où il y avait du hip-hop, la possibilité de jouer des platines. Il y avait aussi une proposition de vêtements qui venaient des US. Il y avait du Tommy Hilfiger, il y avait du Polo, Ralph Lauren. Toi, tu faisais les allers-retours en plus des US, voilà. entre les US et Lyon. En fait, aujourd'hui, on appellerait ça un concept store. Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait des expos, on faisait des soirées. Il y avait des DJ qui étaient là. Il y a Cut Killer qui était venu. On faisait des événements de skate. Et on avait de la wear différentes qu'on trouvait dans les skate shops. On élargissait le truc à la culture hip-hop aussi. Comme tu l'as dit, il y avait du Polo, du Tommy. C'est vraiment ce que les chanteurs ricains de l'époque portaient, quoi. On faisait aussi du Helly Hansen, on faisait des trucs comme ça. Voilà, on essayait d'ouvrir carrément l'offre, et c'est vrai que c'était vraiment cool et ça a bien marché. C'était une expérience super fun. Et surtout, moi, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier pour justement le futur de Cliché. C'est-à-dire que souvent les gens, quand ils disent je vais faire une marque, je vais machin, ils pensent que le côté marketing, dans mon team il y aura un tel, je vais faire ça comme vidéo, ça comme tour et tout, mais ils oublient vraiment le côté business. Et là, le fait de bosser dans un shop, je me suis rendu compte quelles étaient les attentes niveau magasin, de voilà, quelle marge il fallait que les shops fassent, comment la relation client, les façons de livraison, voilà. Et ça, c'est mine de rien hyper important. Et ce passage avec All Access, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Et puis en plus, vous produisiez aussi vos propres fringues, vos propres boards. Voilà, ça aussi, ça t'a donné un peu une petite expérience pour les boards de Cliché derrière. Sachant qu'à l'époque, pour faire des boards, c'était très compliqué. Aujourd'hui, en 3 clics, tu fais des boards. À l'époque, il fallait vraiment connaître un woodshop, même pour envoyer les fichiers. Les fichiers, c'était toute une histoire. Voilà, c'était très très compliqué. Ouais. Waouh. Ouais, il fallait vraiment, voilà. Ce qui est bien, c'est que ça faisait, en fait, c'était que les gens très connectés qui arrivaient à faire, voilà, t'avais pas Monsieur Lambda qui pouvait sortir 10 boards, ou voilà, c'était que les gens, t'étais sûr qu'il y avait que des gens connectés avec le business qui pouvaient sortir des boards, et que des gens un peu entre guillemets crédibles, quoi. Ouais, effectivement, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Et en 3 coups de clic, un fichier que tu crées sur Photoshop, tu peux recevoir un sample de 10 boards dans la foulée, quoi, avec les usines chinoises. Voilà. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation aujourd'hui où beaucoup de skateurs se sont un petit peu retirés des marques, des grosses marques, et se sont lancés dans leur propre
aventure, compagnie, sans passer forcément par les distributeurs et les circuits classiques, marque, distributeur, shop. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette En fait, situation ça résulte déjà d'un constat, c'est qu'en fait, c'est très compliqué au niveau des marques de skate pour en vivre en ce moment. Et donc, ils répercutent ça un peu sur leurs riders. Et il y a très, très, très peu de marques qui payent leurs riders avec un salaire et tout ça. Et les riders touchent encore des royalties et voilà. Et donc, quand tu as un rider qui se dit « je suis en train de me faire une vidéo part pour telle compagnie qui ne me paye pas, autant le faire pour moi ». Voilà. Et donc, il y a plein de riders qui, avec plus ou moins de succès ou pas de succès, qui se sont dit je vais faire voilà. Lancer ma propre compagnie. Lancer ma propre compagnie et tout ça avec différents succès. Tu vois, Jerry Chou, ça marche bien. Et puis ils ont le rêve aussi d'un Fucking Awesome qui a été lancé, je vais zapper son nom, mais ouais, par Jason Deal. Jason Deal, exactement, et AVE, ouais. quand ils ont quitté Alien. Mais c'est vrai qu'ils ont tous ce rêve-là de transformer leur petite aventure en grosse compagnie. Mais c'est toujours la même compliqué. Histoire. Voilà, il faut toujours qu'il y en ait un qui réussisse pour que tout le monde rêve. C'est le fameux rêve américain. Il y a toujours un gagnant et c'est comme au loto. Hein. Et voilà. Mais tu vois, là, on parlait tristement des histoires de Mark Johnson, mais il a essayé aussi de lancer une marque. Ça s'appelait Business & Company à l'époque. Tout à fait, Business & Company. Et limite, il était au même niveau que Jerry Chou. Ils ont quasiment commencé en même temps. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, il faut, mine de rien, derrière travailler et tout ça. C'est exactement le même principe que Numbers, ou Coston et Mariano, où tu te dis c'est les deux légendes du skate qui sont censés tout tuer. Ils font une marque et la marque, elle capote, quoi. Donc, en fait, c'est la démonstration qu'il faut plus que du marketing et un nom et tout ça, quoi. Mine de rien, il faut quand même bosser derrière. Beaucoup de travail. Voilà. Et donc, c'est super bien que des riders, parce que c'était ça la question principale, c'est super bien que des riders quittent des compagnies pour faire leur propre truc, parce que je trouve ça hyper bien que les riders s'impliquent dans le business, et le business du skate, il faut qu'il soit géré par des gars qui font du skate, mais il ne faut pas qu'ils fassent ça, enfin, pas qu'ils oublient que, voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est pas parce que tu t'appelles Eric Coston que ta marque, elle va marcher toute seule, quoi. Voilà. Bon, c'est ça le secret de la réussite. Travailler beaucoup. Non, mais voilà, il faut travailler, quoi. C'est comme si tu veux bien faire du skate, et ben tes tricks, il faut les répéter. Voilà, il y a le talent qui fonctionne, mais quelqu'un qui a du talent, et ben il faut le travailler, quoi. Ça suffit pas. Ouais. En revenant à All Access, c'était une période aussi qui a vu passer dans ton shop Marc Gonzalez, qui habitait pendant un temps à Lyon, et qui venait faire des petits passages au magasin. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça ? Eh ben ouais, c'est une histoire assez dingue. Un jour, je passe en voiture devant un hôtel de ville et je vois un gars qui crouse à moitié dans la rue sur un peu la voie rapide. Et c'était Gonz, donc j'hallucine, voilà. Et donc je le branche, machin. Et donc en fait, il y a sa copine qui faisait un Erasmus à Lyon. Et donc, voilà, il a passé 1 an à Lyon et on est allé à Marseille, on faisait des plans, je prenais ma voiture, on allait à Marseille, on allait à des contests, voilà, c'était vraiment... Vous avez direct accroché, vous êtes devenus des amis en fait. Voilà, on est carrément devenus des amis, il y avait un resto super cool en face du shop, on y allait régulièrement, c'était un pote aussi, on y allait régulièrement, c'était trop cool. Voilà, donc ça a été vraiment cool, c'était une année de folie, ouais. C'est fou ça, c'est dingue. Et est-ce que c'est vrai que t'as failli faire brûler ton appartement en fait, à Marc Gonzalez ? C'est qu'en fait, pendant les périodes de fête, à Noël, il changeait d'appartement avec sa copine. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci, tu prends toutes tes affaires, tu les mets chez moi, et puis je te les stocke. Et parce qu'à Noël, il rentrait aux États-Unis voir sa famille et tout ça. Et quand tu rentres en janvier, ben, on déménage, on met tout ça dans ton truc, et voilà. Et un jour, il arrive, et je lui passe les clés de mon appart, je lui dis, ben, va chez moi, à 7h, je ferme le shop, et j'arrive après et tout. Et genre, une demi-heure après, il m'appelle, ah, vite, viens vite, il y a le feu chez toi, et tout ça. Et en fait, le matin, j'étais un gros fumeur et tout ça. Et donc, le matin, j'avais fumé des clopes. Et
Et j'avais mis les mégots dans un cendrier que j'avais mis dans la poubelle malheureusement. Et à l'époque, les clopes ne s'éteignaient pas. Maintenant, elles s'éteignent toutes seules. Okay. On se demande ce qu'ils ont mis dedans. Mais voilà. Et donc, il y a du plastique qui a brûlé, qui s'est consumé pendant des heures et ça a fait de la grosse fumée. Il y a les pompiers qui sont venus, machin et tout ça. Donc il a failli y avoir un feu, mais il n'y a pas vraiment eu, techniquement, il n'y a pas eu de feu et tout ça, mais en fait, ça avait fait une odeur horrible et tout ça, et il y avait une fumée de ouf, et en gros, toutes ces affaires ont été achetées et tout ça, donc voilà, donc c'était assez incroyable. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? T'en as voulu Non, c'est la vie, et voilà, mais c'était juste dingue, voilà, mais c'est le genre d'histoire qui peut arriver à Gonz régulièrement. Il a à chaque fois des histoires de fous qui se passent. Voilà. C'est fou ça. Et vous continuez de rester copains parce qu'il me semble qu'il avait réalisé des affiches pour le Slappy Challenge. Voilà, et en fait, on communique toujours. Voilà, on s'envoie des tricks. Tiens, regarde, essaye de faire ça. Moi, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est rigolo. Ouais. Excellent. Est-ce que tu suis sa chaîne YouTube là où, non, je ne sais pas s'il a continué à l'alimenter, mais elle était gaulerie. Il filmait des fois avec la caméra de son ordi portable qui posait sur un trottoir. Mais voilà, ouais. Et puis il avait skaté un petit Slappy à New York. C'est ce qu'il fait. La vidéo a duré 2 minutes. Ouais, c'est ce qu'il fait. Et il y a une chose drôle aussi, c'est quand il a fait les beamers, là, les grosses boards, voilà, il m'a envoyé des échantillons pour que je les teste aussi, parce qu'en fait, il y avait eu un problème avec ces boards, c'est qu'elles étaient trop plates. Et en fait, si tu as une planche trop plate, ça casse et c'est le concave qui rigidifie la board. Et donc, c'est pour ça que sur les beamers, tu as une sorte comme de gouttière au milieu. Voilà. Et donc, l'une des premières, il me les avait envoyées. J'avais reçu ça de l'usine. C'était hyper mal fait et tout. Mais le but, c'était de les tester et tout. Et donc, c'était rigolo de tester l'une de ces premières boards. Oh, c'est génial. C'est un sacré personnage. C'est clair. Alors, All Access s'est arrêté après 2 années de fonctionnement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a précipité la fin de All Access? Et voilà, ça se passait pas super. Et en fait, pendant une première année, c'est moi on devait faire une année chacun. Et c'est moi qui m'en suis occupé la première année. Et la deuxième année, c'est lui qui s'en est occupé. Et puis moi, j'ai commencé à créer Cliché. Et donc voilà, moi je pouvais pas revenir. Lui, il voulait changer de direction. Il avait repris des études d'architecture. Et donc voilà, c'est pour ça que ça s'était arrêté. Ouais. Ok. Alors, entre-temps aussi, il y a eu Brooklyn Skateboard, voilà, pour laquelle tu as skaté un temps. Et puis ensuite, il y a eu Cliché. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette transition entre en fait, à Lyon, et Cliché? C'était l'époque aux alentours des années 93, 94, 95, où le skate avait une bouffée d'oxygène, il avait changé un petit peu de direction et il était moins californien. Tu as vraiment eu un boom de New York, de Zoo York, de Nicotine Wheels. Il y avait vraiment plein de marques de cette côte qui étaient importantes et tout ça. Et il y avait un distributeur à Lyon qui s'appelait IFC et qui faisait que ce genre de board, de marque de board et tout ça, et il distribuait Brooklyn Board. Et donc moi je connaissais le gars et tout ça, et donc voilà, et on s'est dit on va essayer de faire une board Jérémy Daclin pour la France. Et secrètement dans le fond de mon esprit, ça a été aussi un petit test pour voir si une board avec un nom français se vendait en France, voilà. Et donc ils ont sorti cette board. D'ailleurs c'est Gonz qui avait fait le dessin et tout ça, et elle s'est super bien vendue, et voilà. Et donc je me suis dit, ça m'a rassuré dans le sens où voilà, un projet français européen pouvait fonctionner. Ça restait quand même un petit truc fait dans de la cave. Tu recevais les colis, il y avait des tonnes de poils de chat, il y avait c'était un peu sketchy, et donc voilà. Et donc après j'ai fait Cliché, et ce qui est dingue, c'est que les gens d'IFC étaient des super copains, et c'est eux qui m'ont accueilli dans leurs locaux de distribution. Ils me sous-louaient une petite partie, voilà. Et donc quand j'ai commencé Cliché, j'étais avec eux. Donc c'était en 97. Voilà. Est-ce que tu peux un petit peu raconter comment t'es venu aussi l'idée de trouver le nom Cliché? Le nom, ça vient d'un film de Woody Allen
où en fait, dans la version originale, il dit genre Don't be a cliché ou quelque chose comme ça, et j'ai trouvé ça super bien qu'ils le disent avec l'accent français, et donc c'est l'un des mots qui est dit en anglais avec un accent français. Tu as aussi l'accent qui n'existe pas en anglais, et donc voilà, déjà ces deux choses font vraiment la différence et marquent une identité forte européenne et française, et voilà. Et aussi, ce qui est, je trouvais ça comme nom super bien parce que c'est un cliché photographique, c'est prendre une photo. Et à l'époque, la photo était hyper importante dans le skate parce que c'était les magazines, il fallait avoir des interviews et tout ça. Et vraiment, chaque skater fort faisait un couple avec un photographe. En fait, t'as beau être le meilleur du monde, si t'avais pas de photographe pour te shooter, et en gros, t'existais pas, quoi. Et donc, voilà, et j'ai connu plein de photographes, je m'intéressais vachement à la photo, voilà. Et je trouvais le clin d'œil photographique super bien, que ce soit cliché, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu changé, c'est le couple skater-vidéaste. Filmeur. Filmeur, Instagrammeur, skater. Oui. Mais voilà, et à l'avant, c'était beaucoup plus basé sur la photo, voilà. Super, trop bien. Et dès le début, tu t'es entouré de personnes qui avaient un petit peu des talents, un petit peu de graphistes, en fait, de logistique, c'est pour ça de côté un peu business. Non, en fait, je faisais un peu tout seul, mais en fait, en ayant beaucoup voyagé très jeune, je connaissais des distributeurs en Suisse, des distributeurs en Italie, à droite, voilà, et donc c'est pour ça que très vite, j'ai pu réussir à vendre les boards et tout ça, parce que je connaissais les gars, et c'est vrai que j'étais quelqu'un de... voilà, j'étais dans les top riders européens, et donc quand j'appelais, ils disaient putain, il y a le champion de France qui est appelé là. Voilà, vous êtes obligé de faire ces boards. Et donc voilà, et surtout, la chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y avait vraiment une revendication politique qui est peut-être un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais avant les magasins, c'était 100% américain et on faisait que consommer des produits américains, et tout l'argent qu'on produisait, que les magasins vendaient et que les distributeurs faisaient, c'est repartait aux États-Unis et ils dépensaient 0 € pour les riders, pour les tournées, voilà. Et donc, le principe de ça, c'est en ayant été skater, entre guillemets, pro, mais sans toucher d'argent, je me suis dit, c'est dingue, on vend des millions de produits américains, et si on vendait des millions de produits européens, au moins on pourrait payer des gens, payer des photo incentives, payer des trips. Et payer des vidéastes qui restent plus d'une journée pour te filmer. Payer des vidéastes, payer des photographes, voilà. Et en fait, développer toute cette sorte d'industrie. Et donc voilà, cette revendication, c'était le skate est mondial, mais le business du skate, il faut qu'il devienne mondial. Enfin, la pratique du skate est mondiale, mais le skate, il faut qu'il devienne mondial et pas que le business soit centralisé en Californie. Et donc, tu avais vraiment cette revendication. Et c'est vrai ça a une époque où il y a Puzzle après qui est sorti avec les vidéos européennes, il y a tous les tours, la vidéo Ménicmatique qui est sortie. Qui était filmé par Fred Mortagne en Mortagne, Europe. Il y a la vidéo Sorry, il y a eu le boom de Barcelone, et c'est vrai que l'Europe, ça a été un endroit vraiment où tous les Américains ils voulaient venir et tout ça, et ça montrait aussi... Ça a remis tout le monde au même niveau parce qu'on voyait, par exemple, dans la vidéo Ménicmatique, il y avait les mêmes spots dans la vidéo Europa, qui était la vidéo cliché, et on voyait des Américains et des Européens sur les mêmes spots, et on se rendait compte qu'ils étaient capables de faire quasiment les mêmes tricks. Et donc voilà, ça démystifiait en disant, voilà, les Ricains, ils sont comme tout le monde, et voilà, les Européens, on a plein de force et on peut être super bon en skate, et voilà, on est sur un pied d'égalité, voilà. C'est très fort. Tu as eu le nez pour
pour lancer Cliché, une marque euro. Et en plus de ça, le skate européen était en train mais d'exploser. je pense que c'était vraiment un feeling que j'avais ressenti, je te disais, avec toutes ces années de compagnie où tu étais obligé d'aller aux États-Unis. Non, on peut rester ici, on peut en vivre ici, on n'est pas obligé d'aller en Californie, et voilà. Et dès le départ, Cliché, ça a pris, ça a marché. Les shops, ils en ont vendu des boards. Et Où il a fallu avoir un élément déclencheur qui a fait que. Non, en fait, l'avantage aussi, c'est que ça ne passait pas toutes ces barrières de distributeurs et tout ça, et donc les produits étaient un peu moins chers. Et donc, voilà, ça marchait carrément. Il y avait ce truc aussi de un peu donc moins ton cher. offre était un peu moins élevée que les marques américaines. Les marques américaines, parce qu'il n'y avait pas les distributeurs qui prenaient des marges dessus. Et donc voilà. Très bien. Et c'est marrant parce que aussi, finalement, d'une inspiration très US avec All Access qui proposait des musiques, des fringues hip-hop, des expos, tout ça, très centré autour des US. T'es passé à un truc très européen. Ouais, mais très, pour parler de musique aussi, c'est à cette époque et où ouais, il y a j'allais te dire, la qui est sortie, il y a le hip-hop français, il y a tout ça. Et c'est pour ça que voilà. Et dans les vidéos Clichés, finalement, on retrouve très peu de hip-hop. C'est des musiques plutôt du rock indé. C'est qu'on essayait de faire la musique électro un peu qui corresponde à chaque rider, et puis surtout de faire quelque chose d'éclectique pour pas que ça soit trop chiant. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était important de mettre différents types de musique. Ouais. Je trouve que ça participait à donner aussi de l'identité euro et française à Cliché avec ce choix de musique là dans les vidéos. Ouais, avec du DJ Mehdi, des trucs comme ça, c'était cool. Ouais. Par exemple, il y a un truc aussi de dingue, c'est que voilà, j'avais pas du tout d'argent et il fallait faire de la piraterie un peu à l'époque pour être connu. Et donc j'avais fait des grands stickers, Cliché Skateboard. Et c'est l'époque où il y avait tous les gros contests en Europe, où il y avait le monde entier qui venait pour les Lausanne Grand Prix, pour les Marseille le contest de bol, voilà, Monster aussi. Voilà. Et moi, je venais avec ces gros stickers et je mettais les gros stickers sur les hips, et en fait, vu que je connaissais tout le monde et voilà, et personne n'osait rien dire, machin et tout ça. Et donc, si tu regardes en 97 tous les gros contests de Montpellier, de Marseille, de Lausanne et tout, tu as des stickers Clichés de partout. Et limite, voilà. Et c'est toi qui venais les coller en scred la veille des contests. Voilà. Et les vrais sponsors officiels, ils étaient dégoûtés parce que entre guillemets street marketing marchait mieux que le vrai marketing et tu voyais plus les trucs Clichés, voilà. Et donc parce que normalement en plus les sponsors ils payent pour pouvoir apparaître sur les modules, les skateparks et tout ça. Et donc moi c'était le délire de street marketing, on fait avec ce qu'on a et puis si on n'a rien, on y va quand même et puis voilà quoi. Trop bien. J'avais aussi vu qu'il y avait des trips que vous faisiez et que d'autres ne faisaient pas. Et que ça, justement, ça a participé à renforcer un petit peu l'image de Cliché. Vous étiez un petit peu les premiers à partir, par exemple, en Tunisie ou en Grèce, sans même savoir parfois s'il y avait des spots à skater. Tout à fait. Et en fait, voilà, c'est pareil. Le but, c'était aussi d'arriver à faire, avec pas grand-chose, maximiser, voilà. Et donc il y a un des trips qu'on avait fait avec Dorel, Roland Guessaz et Alexis Zavialov où on était allé en Tunisie parce qu'en fait j'y étais allé en vacances et j'avais repéré quelques spots et tout, et à l'époque ça coûtait vraiment rien du tout et on était allé là-bas, on avait fait un article et qu'on avait envoyé à Slap Magazine, qui était l'un des gros magazines internationaux de l'époque. Et en fait, ça les a vachement intéressés parce que c'était une destination où il n'y avait jamais eu de tour et jamais rien. Et donc, ils se sont dit, mortel, trop bien, on publie l'article. Voilà. À l'époque, il y avait plein de magazines, un peu dans chaque pays d'Europe. Et sauf que c'était 1000 euros en France, 1000 euros en Espagne, 1000 euros en Allemagne et tout ça. Et je me suis dit, en fait, autant faire des pubs dans un magazine ricain, parce que tout le monde lisait les magazines ricains. Et donc, même si c'était 2000 euros ou 3000 euros, ça valait carrément le coup, parce que c'était vu... la diffusion était beaucoup plus importante. La diffusion était importante, voilà.
Donc tu avais communiqué plutôt dans quoi? Dans Thrasher de l'époque? J'avais communiqué dans Slap aussi, Slap qui aussi. était le moins cher. Ça faisait partie de Thrasher aussi, de High Speed Distribution. Et donc voilà, je faisais des pubs là-dedans. Trop bien. Et c'était ma façon de toucher l'Europe en mode boomerang, mais carrément moins cher parce que voilà, je payais une fois au lieu de payer sur 10 pays. Sur 10 pays. Très bien. Et est-ce qu'il y a des trips qui sont mal passés parfois, où vous avez décidé d'aller et que finalement il n'y avait pas grand-chose à skater, c'était pas fou pour amener des images? Non, ça t'est jamais arrivé ce genre de choses-là? Non, pas vraiment, non, parce qu'on était... non, j'ai pas vraiment de souvenirs comme ça. Oh. Mais c'est vrai que par exemple, la Bon Appétit, pareil, en fait, l'idée de base, c'était d'essayer de renverser la table des vraies vidéos. C'est-à-dire que les vidéos d'avant, c'était, il y a Robert qui skate, on va faire sa part, il y a Denis, on va faire sa part, et il y a machin qui, voilà. Et là, le but, c'est qu'on s'est dit, c'est à l'époque où on voyageait vachement et tout, et on disait, ça serait incroyable de faire une vidéo, pas de part de personne, mais une part de continent ou de destination un petit peu. Parce que c'est vrai que ce qui est important dans les vidéos de skate et dans le feeling, c'est que tu as des vibes différentes au Maghreb, aux États-Unis, en Europe ou en Allemagne ou à Paris et tout ça. Et donc voilà, on a commencé à faire plein de destinations, mais dans les 3/4 de la vidéo, on a eu plein de gens qui me disaient non, en fait, il faut quand même des parts de personnes, et voilà. Et c'est pour ça que dans la Bon Appétit vidéo, tu as une partie en Asie avec le Japon, mais tu as des tu as des parts classiques de Lucas. Voilà. On a quand même amené je pense, un bon push aux vidéos modernes parce que voilà, c'était pas que les parts basées sur une personne, il fallait aussi faire des trucs sur le... Voilà. Et de marque un petit peu artisanale, où toi tu étais un petit peu au four et au... Non, au four et au moulin, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Tu étais un peu leur orchestre, tu faisais un petit peu tout. Vous vous êtes professionnalisé quand Salomon est rentré à un moment donné dans le capital de Cliché. Comment ça s'est fait, cette transition-là en fait, avec Salomon? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté concrètement? En fait, le truc, c'est que donc Cliché, ça commençait à marcher super bien. On faisait des tours, voilà, mais j'avais que des potes qui bossaient pour moi gratuitement et des skateurs qui skataient gratuitement pour Cliché, des gars qui faisaient ça pour me dépanner. On était une super bande de potes et j'avais beaucoup de demandes et j'avais pas assez d'argent pour payer suffisamment de board, voilà. Et donc j'ai eu une opportunité d'avoir une sorte d'investisseur et voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait le deal avec Salomon. Où je leur ai vendu des parts de la boîte et en échange ils ont amené du cash flow et donc à partir de là tous les riders étaient payés décemment, les caméramans avaient un salaire fixe tous les mois, pareil pour les graphistes, c'est là après où j'ai embauché Alboglio qui bossait aussi, voilà. Et en fait le deal avait été bien fait dans le sens où je leur avais demandé de quand même garder ma liberté de savoir qui je veux embaucher, quel rider je veux. Ta liberté de penser. Voilà, la liberté de penser, tout à fait. Et par exemple, eux, ils étaient à Annecy, mais nous, on est restés à Lyon. Voilà, c'était deux choses. Voilà, on est bien resté un peu chacun dans son univers et son truc, et ça a super bien fonctionné. Voilà. Okay. Donc on a quand même laissé de la marge et ils sont pas trop influencés les décisions de Cliché à cette époque-là. Tout à fait. Ouais. Et c'était aussi une époque où Salomon visait le marché de la skate shoes. Il y avait eu l'histoire avec Link, c'est bien ça le nom de la... Ouais, Tout Link, à fait, ouais. Qui était une chaussure qui avait été annoncée. Il y avait eu des pubs dans des magazines avec des photos très jolies là, avec ce néon bleu qui annonçait donc une ligne de chaussures. Il y avait aussi une Pro Shoes JB Gillette qui devait sortir. La finalité aussi de Salomon, c'était de s'attaquer au marché de la chaussure parce qu'eux, ils faisaient déjà de la chaussure et en fait, c'est intéressant d'aller sur certains marchés pour comprendre certains types de clients et puis ça peut te développer certains types de semelles, de choses comme ça et tout ça. Et donc, il y a eu le projet de lancer Link, voilà, et c'est Al Boglio qui s'en occupait. Voilà, il y a des gens d'Annecy qui sont venus, il y avait des skateurs chez Salomon
Jacques Berthelon et Bawimb voilà, qui sont venus bosser à Lyon. Il y avait une team aussi qui était annoncée, il y avait JB Gillette, il y avait Lucas Puig. Il y avait Lucas, il y avait Kale, voilà. Et en fait, le truc, c'est que Salomon, en fait, ils avaient vraiment une sorte de... Ils ont un fonctionnement qui est vraiment... où il faut tester les produits pendant 1 an, 2 ans, être sûr que ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est un système hyper long. Et donc, nous, on était dans leur système pour lancer les chaussures. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un long teasing Et donc là, on développerait les produits et tout ça, machin. Ça a été hyper long et tout ça. Et en fait, on a fait une première livraison et tout s'était bien passé. Les chaussures, elles étaient, vu qu'il y a eu un développement de ouf, elles étaient hyper solides. Donc il y a eu une distribution en SketchUp ? Il y a eu une distribution en SketchUp. Okay. Le premier retour, ça a été super bien. Sauf qu'en fait, ils s'attendaient à des chiffres de ouf et tout ça. Et voilà, au bout de la première livraison, ils ont dit on a dépensé trop d'argent. Ça rapporte pas assez. Ça rapporte pas assez. Mais on leur a dit oui, mais c'est votre fonctionnement, quoi. Nous, on est dans un truc, on aurait pu prendre une chose plus basique et lancer plus vite. Voilà. Et donc, ça s'est arrêté très rapidement. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que s'est créé la French Connection avec Lacaille, qui a vu qu'il y avait cette opportunité-là de récupérer peut-être aussi, c'était les meilleurs Français de ce moment-là, avec ce skate très technique. Et ben ouais, c'est à peu près à ce moment-là où il y a la French Connection qui a été créée avec Gigi Rousseau en plus, voilà. Et il y a par exemple Kale qui est retourné chez S, et voilà, ouais, donc chacun a été reparti dans des autres compagnies. Est-ce que tu ressentais une certaine fierté de voir donc tous ces Français chez une marque américaine, chez Lacaille en fait, de les voir exploser là-bas? C'était un truc. Comment est-ce que tu voyais ça, toi ? Eh ben, nous, on voyait ça d'un très bon œil. En fait, on a toujours poussé pour que les riders soient chez des grosses marques, parce que plus ils étaient chez des grosses marques, plus nous, on en profitait indirectement, parce que ça mettait indirectement le nom cliché aussi en avant et tout ça. Et notamment avec Lacaille, qui était vraiment la plus grosse compagnie de shoes à l'époque. C'était un truc de malade. Et quand ils filmaient la Fully Flared, on avait une sorte d'accord tacite avec Kelly Bird, où en fait, nous, on filmait de notre côté avec Fred et on partait en tour, on faisait tout ça, mais on gardait les meilleurs tricks pour les filer justement à Lacaille, parce qu'on savait très bien que ça allait être la meilleure vidéo de tous les temps, la plus créative et la plus innovante niveau tricks. Je pense d'ailleurs ce qui est le cas. Et voilà, on avait intérêt, on avait envie que nos riders brillent et que la French Connection soit mise en avant. Et toi, est-ce que tu avais de l'influence sur tes riders de clichés pour les pousser vers une marque ou vers une autre ? Ou au contraire, de lui dire non, on va pas trop vers celle-là ? Eh ben, oui, c'est sûr qu'on faisait, entre guillemets, notre boulot d'agent. Et notamment, je me rappelle quand Lucas était encore chez Lacaille, on avait fait un tour aux États-Unis. Il y a Yasha, qui est le brand manager d'Adidas, qui m'appelait, qui me dit ouais. Et donc, je lui avais présenté à Lucas. Et il était venu à la maison dans laquelle on squattait, qui était chez Brophy d'ailleurs à l'époque. Et donc, il avait rencontré Yasha. Et voilà, on était entre guillemets entremetteurs pour qu'il ait des meilleurs deals. Parce que voilà, plus les grosses marques payaient nos riders, mieux c'était pour nous. Voilà, plus ça vous permettait vous de briller et puis aussi d'avoir, j'imagine, des budgets pour pouvoir voyager et faire donc, des on était trips, entre guillemets agents de riders aussi, sans prendre de commission, sans rien. Mais voilà, c'est un métier qui n'existait pas vraiment à l'époque. Mais voilà, on se rendait bien compte qu'on avait tout intérêt que Lucas est un pro modèle chez Adidas par exemple, parce qu'après on a fait des collabs avec lui, on a sorti la board Adidas qui a été un truc de fou aussi. Voilà, on avait tout intérêt. Il y avait des collabs de board de clichés aussi avec Lacaille avant ça. Voilà, on a fait des trucs avec Lacaille. Non, mais de toute façon à l'époque Cliché c'était c'était la plus grosse marque européenne et c'était une des vraiment top marques dans le monde. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du Lacaille d'aujourd'hui, qui a été depuis racheté par un investisseur, la marque Roca, et qui a été confié à Luis Moura? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est juste triste, voilà, mais après ils ont le droit de faire leur truc. Et
J'en pense pas grand-chose. Hein. Ouais. Donc, tu veux pas trop en dire? Non, il n'y a pas de quoi trop en dire, mais voilà, le skate maintenant est suffisamment large pour que chacun y trouve ce qu'il veut. Si tu as envie de skater des Nike, tu peux skater des Nike. Si tu as envie de skater des Lakai, tu peux skater des Lakai. Voilà. Okay. Avant, c'était vraiment, on était dans notre niche, vraiment les skateurs pour les skateurs, on faisait notre petit truc. Et c'est vrai que peut-être à l'époque, ça voulait dire plus de choses si tu portais des high pass ou si tu portais. Voilà. Maintenant, c'est ouvert d'esprit, quoi. C'est très ouvert. Ouais. On est en 2026. 2026. Moi, je me souviens à l'époque, quand je me ramenais, alors c'était 2005-2006, je me ramenais avec des Nike au skatepark. Je me faisais huer, quoi. C'était terrible. Ouais, parce que les chaussures qu'il fallait porter, c'était les marques de skate, quoi. Donc, il fallait mettre du Lakai, du S, du America. Ouais. Sinon, t'étais un petit peu mal vu. Mais oui, les choses ont changé depuis. Comment s'est fait la transition de Salomon vers Dwindle? Salomon qui allait un peu moins bien et qui voulait arrêter une des marques. Et vu que Cliché était la dernière marque arrivée dans le groupe Salomon, il voulait arrêter la marque. Et donc, on est allé voir les gars de Dwindle pour leur demander s'ils voulaient... voilà. Et donc, la transition s'est faite entre... Ils ont racheté directement à Salomon Cliché. D'accord. Voilà. Ouais, c'était un événement hyper marquant, je me rappelle à l'époque. Et puis on avait aussi le sentiment que Cliché perdait un petit peu de son âme en allant s'allier comme ça avec un distributeur américain, alors que c'était une marque revendiquée européenne. Ça, c'était un peu étrange d'être distribué par... C'est très français de vouloir savoir les dessous des trucs et de savoir tout ça. Sauf qu'en fait, voilà, si les choses sont bien faites, la marque, elle... Tu vois, de savoir que Vans appartient à VF, pourtant ils ont leur image core et tout ça, et que VF est la plus grosse compagnie qui vend de la wear dans le monde, on s'en fout, voilà. L'important c'est que les vidéos soient bien, que le truc continue. Et par exemple, quand ça a eu avec Salomon, on a continué à faire des super bonnes vidéos, ça a permis de payer Fred, ça a permis de... Voilà. Et quand ça a été chez Dwindle, la distribution a été même encore meilleure parce qu'ils sont super bons, ils étaient super bons au niveau de la distribution parce qu'ils font des dropships directement dans les pays, machin et tout ça. Et voilà, après, eux, ils voulaient surtout ne rien toucher à la marque. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu un bureau à Lyon. On continuait à s'en occuper, on prenait les décisions qu'on voulait. Voilà. Ouais, vous aviez la main quand même sur la marque. On a toujours eu la main et tout ça. Mais bon, la France, ils aiment dire « Ah, derrière, il y a ça, derrière, il y a ci. » Ouais, après, par exemple, tu vois, on avait vu des skateurs ricains rentrer chez Cliché. On avait vu... alors Andrew Brophy, alors lui il est australien, lui, non? Joey Brzezinski, Pete Eldridge, il était en mode Ouais, mais Pete Eldridge, en fait, l'historique, c'est qu'il avait fait un tour avec Oli Bartok, un photographe. Il a fait un tour à Lyon et il est resté à Lyon. On a trop cliqué avec lui. Et voilà, et en fait, on l'aurait pris, même si... il n'y avait pas eu Dwindle. Même s'il n'y avait pas eu Dwindle. Joey Brzezinski, il était avec Cliché avant l'histoire de Dwindle. Voilà, Kevin Bradley, fucking awesome. Ouais. Et c'est que c'était à l'époque le petit protégé de Joey Brzezinski. Et voilà, on l'a pris comme ça, en lui filant des boards et tout ça. Mais les histoires de Dwindle, de tout ça, ça fait parler les médias, c'est bien. Exactement. Ça permet de vendre quoi que ce soit, c'est bien. Exactement. C'est par rapport à la fin de Cliché, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que Cliché allait s'arrêter et que c'était la fin d'une aventure qui aura duré quand même entre 97 et 2017, non 2016 2017 Ouais, voilà, ça a duré quasiment 20 ans. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est comme une rupture amoureuse. Et puis c'est comme ça, mais ça repart. Et puis l'important, c'est d'avoir de la motivation, de skater. Et t'aurais aimé, toi, que ça continue, la marque Cliché? Qu'est-ce qui manquait pour que ça continue à Cliché? Mais de toute façon, le problème du skate, c'est qu'en fait, c'est Mike Carroll qui en parlait avec la malédiction des 20 ans.
C'est qu'en fait, une marque, quand tu démarres, c'est super bien, tu es le nouveau newcomer et tout ça. Et en fait, tu as une usure et puis tu deviens old school et tout ça. Et voilà, et puis il faut résister pour après devenir comme Powell, mythique, légendaire et tout ça. Et tu as une période entre les deux où c'est très compliqué. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Après 20 ans, c'est compliqué pour une marque, quoi. Mhm. Mais voilà, c'est très bien comme ça aussi. Très bien. Et pourquoi est-ce que Dwindle a continué à vendre des boards clichés, des boards complètes, des boards avec des graphiques alors c'était pas forcément des pro modèles, mais c'était des comment dire des. Parce qu'en fait, ils ont arrêté la marque, mais notamment tous les distributeurs européens leur ont dit, mais en fait, nous, c'est la marque qu'on vendait le mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus cette Non mais c'est con, marque. on n'a plus de team, on n'a Voilà, plus de gars derrière. c'est quand on n'a plus de gars derrière et tout. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont continué pendant une petite période avec des team boards et tout ça. Vous n'avez pas un deal pour récupérer des royalties sur ces boards Et non, vendus? malheureusement, il n'y avait pas de deal. Ouais. Après la fin de Cliché, toi tu as lancé Film Trucks, qui était voilà, la marque de truck française, européenne aussi, avec cette envie un peu à la Cliché de proposer une marque de truck euro, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et c'était voilà, proposer quelque chose de différenciant entre les propositions de Venture, indépendantes et d'autres marques. Quel est le bilan après avoir lancé Film Trucks il y a 7 ans maintenant? Et ben, même un peu plus longtemps, je crois. Mais voilà, le principe, c'était de lancer des trucks un peu moins chers parce qu'il n'y avait pas les histoires de distributeurs et de marge de distributeurs. Et en ayant un team, en ayant tout ça, voilà. Et le bilan, il est difficile un peu à tirer parce qu'en ce moment, c'est vraiment très compliqué avec tous les magasins. Et je pense qu'il y a beaucoup de magasins qui sont en train de mourir et tout ça. Et voilà. Et donc c'est compliqué pour les marques en ce moment parce que elles vendent très peu ou elles vendent à des magasins qui vont presque mourir. Donc c'est difficile de se faire payer et tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, la marque, elle existe toujours. Je fais toujours des trucks. J'ai toujours des distributeurs à travers le monde. Voilà. Et je pense que ça correspond à quelque chose dans le sens où maintenant les planches elles deviennent tellement chères, les roues deviennent tellement chères que pour avoir une board complète, On en pas. parlait tout à l'heure avec un vendeur, avec les boards Spitfire, les roues Spitfire qui étaient passées à 80 balles, les boards là, des Baker, des Hockey à plus de 100 Plus euros. de 100 balles, voilà, sinon ça te C'est fait vrai un que c'est un sacré setup budget. à 300 balles, quoi. Donc il faut un peu continuer à tirer les prix vers le bas, et voilà, et il faudrait que les magasins et que les riders aient aussi cette conscience aussi de politique, comme je disais avec Cliché, que l'important de voilà quand tu consommes français ou européen, et ben indirectement ça fera gagner de l'argent un petit peu à un rider français, ou ça le fera partir en tour, ou ça voilà c'est aussi ce coup de boomerang. C'est comme consommer bio, au final c'est bon pour toi, ou consommer local, voilà. Est-ce qu'il y a des projets autour de Film Trucks qui sont prévus là? Est-ce qu'il y a des vidéos qui sont Et ben, en cours, des tours, quelque chose? en ce moment, non, malheureusement, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Ouais. Après, tu es peut-être aussi préoccupé avec Cliché, Voilà, le retour de Cliché. Ah On va en parler un petit peu. Voilà. C'est comment tu as réussi à récupérer Cliché, sachant que Cliché appartenait à Dwindle. Après, Dwindle a eu les problèmes qu'on connaît, a un petit peu implosé, toutes les marques qui étaient autour de Dwindle, Darkstar, Enjoy, Almost, ont été terminées. Il y a quand même Enjoy qui a été récupéré par Louis Barletta. Et toi, comment t'as fait pour aller retrouver comme ça, ressaisir En fait, Cliché? c'est plus ou moins tout simple, c'est-à-dire que je suis allé regarder sur l'organisme où il y a le dépôt des marques, c'est l'INPI, et que tout le monde peut consulter et tout ça, et tu peux savoir quelle marque appartient à qui et tout ça. Et donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse et j'y vais régulièrement et tout ça. Et j'ai vu que Cliché était retombé dans le domaine public.
Parce que jusqu'à présent, c'était trademarqué par Dwindle. C'était récupéré par Dwindle et c'était trademarqué par Dwindle. Mais en fait, c'est des trucs qu'il faut que régulièrement tu redéposes et voilà. Et je pense que dans leur marasme, voilà, ils ont peut-être oublié ou ils l'ont pas fait. Et donc j'ai déposé la marque. Pas pour refaire quelque chose, mais au moins pour la bloquer, pour me dire, ben, il se passera rien, voilà. Et donc, voilà, et ça, il y a à peu près 2 ans de ça. Et il y a 1 an, il y a les Steve Douglas et Bud Boyle qui ont fait maintenant Sidewalk Distribution, c'est en fait une renaissance de Dwindle, des cendres de Dwindle. Avec Steve Rocco aussi qui est Avec revenu. Steve Rocco qui a des parts dans le business et qui m'ont dit ouais on aimerait parce qu'en fait la nostalgie des années 80 elle est finie parce que toutes les personnes qui ont plus de 50 ans ils ont déjà acheté 3 Powell et machin ou ils skatent plus et tout ça et maintenant c'est le vintage années 90-2000 les clichés à fond dedans et tout ça et Est-ce que c'est pas un peu du pareil au même entre la nostalgie et le vintage Oui, voilà, mais sauf que c'est plus les années 80, maintenant c'est les années 2000. Et donc, cliché tombait pile poil dedans, voilà. Et donc, je leur ai dit, ben, il n'y a pas de souci, maintenant les droits, c'est moi qui les ai, mais je pense que même si tu sors les meilleurs boards du monde en ce moment, c'est loin, c'est pas dit que ça marche, parce que voilà, les shops, c'est hyper compliqué et tout ça. Et ils m'ont dit, attends, ils m'ont montré des chiffres, et en fait, eux, ils sont super bons au niveau de la distribution. Donc c'est vrai que si tu fais 50 boards ici, 100 boards là, etc., un peu dans tous les pays, et ben, au final c'était loin d'être dégueulasse. Et donc je leur ai dit, bon allez, on relance le truc et tout ça. Donc voilà. Donc vous êtes plutôt reparti sur la ressortie Voilà, d'anciens graphiques plutôt que de reparti sur sur un nouveau cliché. Voilà, le principe c'est plus de refaire des boards qui ont déjà existé pour les nostalgiques et tout ça. Et de pas trop en faire non plus pour pas inonder le marché. Et donc voilà, le principe, ce serait d'en faire un drop tous les ans. Voilà. Et donc là, il y a le premier drop qui va sortir. Il y a de super bons échos, ça marche super bien et tout ça. Et on a préparé le deuxième drop. Voilà. Et puis on verra comment ça évolue. Et pourquoi vous n'êtes pas reparti sur un nouveau cliché avec après c'était ambitieux et c'est vrai que l'époque et la situation économique est pas forcément favorable à ça, mais de repartir sur un truc avec une team, avec des nouveaux graphiques, avec le problème c'est que voilà, c'est que c'est toujours pareil quoi, il faut dépenser de la thune pour des riders, il faut voilà, et qu'aujourd'hui c'est vraiment très compliqué et voilà, et le but c'était vraiment de commencer tranquille et voir comment ça, voilà, et le but on va voir comment ça évolue et par contre voilà, c'est tout Sidewalk Distribution qui s'en occupe et donc ça passe par l'intermédiaire du distributeur Sidewalk Distribution et donc par exemple pour la France c'est V7, voilà, et c'est Sidewalk qui s'occupe de la fabrication et de la distribution. Ok. Donc là, le premier drop, il va consister en quoi là au niveau des graphiques de board? J'ai cru voir passer sur Distrub Museum un graphique ou deux en avant-première. La première JB qui est sortie chez Cliché. Il y aura une board, l'une des premières Clichés qui a été dessinée par Seb Caldas, qui était le premier graphiste de Sugar. Voilà, il y a une Javier Mendizabal qui a été faite par lui. Oui, c'est un graphique fait avec du grip découpé, des œuvres d'art avec ça. Et il y a une board qui s'appelle la Last Supper. Le dîner. Voilà, le dîner qui est fait avec tous les dessins de Mark Mackie, les boards iconiques des années 90. Et cette planche arrive dans un sac. Il y a le personnage de Chico Brenes là, qui vend des pamplemousses, qui a fait un peu polémique à l'époque. Tout à fait. Okay. Et ça vient dans des blind bags. Et les blind bags, c'est des sacs noirs. Et en fait, quand tu achètes la board, tu sais pas la déco que tu vas avoir. Et voilà, donc c'est les trucs qui se collectionnent. Et pour les collectionneurs, voilà. Et cette board, elle a rendu fou un peu tout le monde. Et c'est la board qui s'est le mieux vendue sur ce drop-là de tout Sidewalk Distribution. D'accord. Voilà. Donc il y a différentes versions de cette board-là. Donc il y a différentes versions de cette board, voilà, avec des versions. Le fond est différent. Voilà. C'est malin, c'est bien réfléchi, marketingment parlant. Trop bien. Et on a refait aussi des trucs en
bosse avec l'une des meilleures usines au monde qui fabrique les boards, qui s'appelle DSM, et notamment des boards en V-ply. C'est des plis verticaux, voilà, donc ça fait vraiment un rendu super joli. C'est un boulot de malade pour des boards qui sont à un prix qui va sortir aux alentours de 75 €. Donc voilà. C'est un prix plutôt abordable. Tout à fait abordable. Et ouais, niveau construction de board, c'est un truc de dingue. Ouais. Donc c'est bien, vous avez réfléchi à proposer des boards à skater. J'imagine que le JB Gilet, tout ça, c'est plutôt des boards qu'on peut skater. Et puis les autres, la salle du dîner, c'est plus pour des collectionneurs. Voilà, pour c'est le coup. plus collectionneur, mais elle est en 8.5, tout à fait skatable. Voilà. Aussi. En mode spoon nose et tout. Donc, voilà. Trop bien. Et il y a un événement qui va être organisé autour de ça. Il y avait eu un truc à Wall Street que j'ai vu passer il y a quelques jours où tu printais des t-shirts. Voilà, je printais des t-shirts. On a projeté la vidéo parce qu'il y a Manolo Stipe qui est quelqu'un de super connu, qui est l'un des premiers qui a fait en fait. Il reprenait les vieux footages de Ryder. Il a un système où il récupère des vieilles images et il arrive à recréer les sons, des grinds, voilà. Donc il peut reprendre un trick de telle vidéo, extraire la musique et refaire une edit avec plein de... Voilà. Et c'était l'un des premiers à faire ça il y a 15-20 ans. Voilà. Et donc on a sorti une nouvelle vidéo qui est un remix de vieux footage, mais qui donne vraiment de quelque chose de bien cohérent et vraiment cool. Donc voilà, on a fait ça à Wall Street. On va le faire d'ailleurs ce soir à Vega. On a printé des t-shirts en direct aussi, où les gars choisissaient leur taille, leur couleur. Et puis il y avait plein de logos et je leur mettais où ils voulaient le logo, devant, derrière, tout ça. Il y avait moyen d'être bien créatif et tout, c'était bien rigolo. Voilà, il y avait l'expo des boards qui vont sortir. Il y avait donc, une expo de board, du coup. Voilà. Ok. Ça consiste en quoi ça? Et ben en fait c'est les boards qui vont sortir, voilà, et on fait une plus grosse expo qui va avoir lieu, on le fait mercredi chez Disturb, qui est un musée à côté de Lyon, et donc là on est en train de bosser sur une grosse expo avec plein de boards existantes qui sont sortis. Trop bien. C'est bien parce que vous vous contentez pas juste de ressortir des boards et essayer d'aller taper dans le portefeuille des gens, mais vous faites des trucs vraiment cool, notamment dans la proposition des planches où tu proposes effectivement des boards un peu collector, un peu différentes, et puis avec tous ces événements autour. Il y a un truc qui est super bien aussi, c'est que là dans chaque board qui va sortir, on a fait une sorte de petit zine. Ça va peut-être te parler, avec des interviews de riders. Il y a Mackenzie, qui est un Français qui habite à Los Angeles, qui écrit super bien, qui écrivait pour Transworld, voilà, qui nous a fait l'intro de l'édito du petit zine. Il y a une interview de JB, il y a une interview de Javier Mendizábal, avec des photos récentes. On essaie d'aller plus loin, et notamment les magazines, ça nous tient à cœur parce qu'on est vraiment issus de ce genre de culture. Et voilà, donc on a essayé de faire un truc bien plus global. Et dernière question, on en parlait hier dans le podcast, et on se disait que c'était des discussions que j'avais aussi eues avec des filmeurs, avec des skateurs, que les anciens prenaient encore beaucoup de place dans le skate et qu'ils laissaient peut-être pas forcément la place à des newcomers, à des jeunes qui pouvaient monter et qui tombent. Mais quel type d'anciens? Bah, par exemple, un Andrew Reynolds qui avait fait la cover d'un magazine Thrasher il y a pas très longtemps avec un flip roll ride, là, je me souviens, business, pour la promotion de sa chaussure. Sa présence d'ailleurs, tu vois, très, très présent chez New Balance là aussi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Toi, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment bouché par les anciens ou Non, je pense que l'important, en fait, c'est que les gens skatent. Tant qu'ils skatent et qu'ils se fait plaisir et que, voilà, pour moi, il n'y a aucun problème et c'est trop cool. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en font pas et qui en parlent beaucoup. C'est souvent ça aussi le problème, voilà, qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que le skate leur appartient, et le skate il appartient à personne, voilà, il appartient à celui qui en fait et qui kiffe et qui fait ses tricks, que ce soit des bons tricks ou pas des bons tricks. De toute façon on se bat tous contre nous-mêmes parce que voilà, un petit qui débute qui essaye de faire un flip, il est au même niveau qu'un Reynolds qui essaye de faire un flip wall ride parce que voilà, tout le monde galère et on se bat contre nous-mêmes. Et c'est ça qui est beau, et que le skate, c'est ce qui est beau, c'est que c'est en évolution permanente. Le but, c'est d'essayer de toujours faire mieux et de se battre contre nous-mêmes. On sait qu'on sait faire le flip, mais on va essayer de faire le flip wall ride. Voilà, c'est ça qui est beau, et on est tous à la même enseigne. Mais voilà, l'important, c'est de skater. Non, mais voilà, c'est ça que j'adore dans le skate, c'est que
infini les nombres de tricks que tu peux faire et voilà, et que le nombre de le plaisir que tu peux prendre et voilà, et les sessions fun avec tes potes et voilà, et qu'il y a trop de gens qui, comme tu disais, qui restent assis, qui font rien et qui bougonnent en disant lui ci, lui ça, non, il faut pratiquer, il faut skater et le skate appartient à ceux qui skatent. Et c'est eux qui... Après, ceux qui me disaient ça, c'était des gens qui étaient dans le skate, qui sont très actifs dans le skate, qui filment du skate aujourd'hui, qui essayent justement de faire carrière et d'obtenir des contrats chez des marques. Mais se sentent empêchés un petit peu par... Après, voilà, c'est sûr que c'est toujours mieux pour une marque de sponsoriser quelqu'un qui a déjà une carrière derrière lui, parce que tu sais ce que tu achètes quand tu as quelqu'un qui a un devenir. Quand tu mises sur lui, tu sais jamais qu'il peut se casser la jambe demain ou arrêter le skate. Et si tu signes un contrat sur 5 ans avec lui, tu sais pas. Tandis que si tu signes un contrat pendant 5 ans avec Andrew Reynolds, tu achètes plus son passé que son futur. Et donc ça rassure les marques et c'est même gagnant pour les marques parce qu'elles savent ce qu'elles achètent. Quand elles signent avec Tom Penny, elles savent que voilà, c'est la Tom Penny base, fan base qui va kiffer et tout ça. Tandis qu'un newcomer, demain, il peut péter les plombs, arrêter le skate et voilà. Donc voilà, à eux de faire les nouveaux newcomers, à eux de faire des nouveaux tricks et faire oublier les anciens, quoi. Il faut travailler dur, comme tu disais, par exemple, pour notamment quand tu lances ta marque de skate. C'est pas que choisir sa team, tourner des vidéos, c'est aussi beaucoup de travail en fond. Voilà, et de business en background aussi, de comment tu vas distribuer, chez qui tu vas fabriquer, etc. etc. Très bien, ce sera le mot de la fin, les amis. Donc, ton premier drop, là, il est prévu pour quand Il arrive, là, cette semaine ou la semaine prochaine, ouais. Ok, dans les skate shops. Dans les skate shops. Dans tous les skate shops de France. Voilà, il faut aller voir ton skate shop et supporter ton skate shop parce que c'est l'un des maillons le plus important dans la chaîne du skate. Absolument. Merci Jérémy, c'était super. On a eu quelques petits bugs techniques, mais normalement vous ne devriez pas le voir à l'image. Ça devrait passer crème. Et c'était très sympathique de faire comme ça le tour, de revenir sur Cliché, sur Film Trucks et puis sur ce retour. C'est vraiment trop cool que tu aies récupéré la marque. Très content que ça revienne dans les mains comme ça du créateur, au lieu que ça finisse là-bas chez Dwindle et qu'ils ont fait absolument n'importe quoi. Donc c'est trop cool et j'ai hâte que ces drops sortent. Et j'espère que tu sortiras une board aux couleurs de Vincent Brossol. Parce que je me rappelle, moi c'est mon première vraie board que j'ai eu, une Vincent Brossol. Eh ben on va voir si on ressort ça. Elle était noire avec Vincent Brossol écrit en rose. Mais bon, ça te parlait pas trop moi quand je t'en ai parlé la dernière fois. Ouais, il faudrait voir la photo, je sais plus. Faut que je retrouve une photo, ça va être compliqué ça. Mais ouais. Mais en tout cas, c'était grave cool. Merci encore. Merci à toi. Et puis les amis, n'oubliez pas que cet entretien est disponible uniquement pour les abonnés et sera diffusé par la suite au public. Donc n'hésitez pas à prendre un petit abonnement si ça vous fait plaisir et ça nous permet aussi de soutenir aussi ce superbe podcast. Je fais des bisous et puis on se retrouve pour un prochain invité, un prochain interview. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir qui vous avez en tête. Je fais des bisous, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.